Nous revenons sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission en direct de Ouagadougou, émission consacrée au processus électoral en cours au Burkina Faso. Je vous l'annonçais à la fin du débat que nous allons recevoir un invité très spécial. Il est bien entendu avec nous et c'est avec Marie-Angèle que nous le découvrons. Jean-Baptiste Natama, vous êtes l'un des 14 candidats à l'élection présidentielle. Vous êtes ancien officier de l'armée burkinabé, vous êtes ancien directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, ancien du Programme alimentaire mondial, du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Natama, ça fait plus d'une semaine de campagne électorale, vous avez été au contact des populations. Alors, comment ça se passe la campagne pour vous? Globalement, notre campagne se passe très bien parce que nous avons choisi d'être en pleine immersion avec le peuple et nous allons au contact des populations dans une campagne de proximité et nous nous rendons compte que la complicité qui a toujours existé entre le peuple et nous est une complicité qui se consolide et nous donne beaucoup d'assurance quant à la fin du processus électoral. Est-ce que cette complicité n'aurait pas pu être accentuée avec la subvention de 25 millions de francs CFA allouée à tous les candidats, mais que vous avez refusée? Oui, justement parce que nous ne voulons pas fausser le jeu, nous ne voulons pas faire d'amalgame. Nous souhaitons que les relations entre le peuple et nous soient des relations sincères, pas des relations fondées sur des échanges monétaires, mais vraiment sincères parce que nous sommes engagés dans un processus de refondation politique de notre pays pour introduire une nouvelle culture politique. Mais votre campagne a un budget pour vous déplacer dans ces zones rurales ou dans ces villes. Vous êtes obligé de dépenser de l'argent. Mais c'est juste une campagne d'austérité et nous pensons que la politique c'est un don de soi. Nous avons décidé de faire de la politique comme un sacerdoce. Et pour nous, c'est un don de soi. Nous allons au contact des populations, nous leur expliquons notre approche de la politique pour éviter justement que la perversion de l'esprit des populations devienne un véritable goulot d'étranglement pour la démocratie dans notre pays. Monsieur Natama, pour justifier les raisons pour lesquelles vous êtes candidat, vous avez souvent dit que vous répondez à un appel. Quand on vous demande un appel de qui, vous dites des populations. Quelle population? Parce qu'on dit, on ne vous a pas vu devant les soulèvements, devant l'insurrection populaire. Vous dites non, c'est ceux qui ont fait l'insurrection qui vous ont appelé. Dites-nous concrètement, est-ce que vous répondez à un appel ou bien vous essayez de masquer un peu votre volonté ardente de devenir président de la République? Je n'ai aucune raison de masquer une volonté ardente quelconque. Je dis bien que j'ai été appelé par des composants de notre population, notamment la frange jeune de la population burkinabé. Et j'ai répondu à cet appel parce que j'aime ce peuple et j'ai toujours dit que servir sa patrie est une œuvre noble que nul ne saurait refuser. Par rapport à cela, nous sommes sereins puisque ceux qui nous ont appelés nous font confiance et malgré tout ce qui peut se dire ou se faire par-ci, par-là, ils restent totalement engagés à nos côtés avec la même foi et la même détermination. Vous dites que vous voulez aller vers vos militants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Oui. Donc vous avez fait, par exemple, les 13 régions, les 45 provinces. Est-ce que vous avez fait les 8000 villages et quelques que compte le Burkina Faso? Dites-vous qu'en 3 semaines de campagne, il est impossible de faire les 8000 villages. Mais nous avons choisi d'aller au-delà des chefs-lieux des régions pour aller dans le Burkina profond, que nous connaissons d'ailleurs. Nous sommes allés au contact de populations dans des endroits très reculés qui nous ont indiqué que depuis que le pays existe, aucun candidat à l'élection présidentielle ou à une élection présidentielle ne s'est rendu dans ces lieux et aucun président en exercice n'y a mis pied. Mais il y a d'autres lieux où justement vous n'avez pas pu mettre pied. Bien sûr que nous ne pouvons pas le faire en 3 semaines. Comme vous le dites, c'est 8000 villages. On ne peut pas visiter les 8000 villages. Mais comment vous faire connaître alors, puisque certains justement ne vous connaissent pas et que vous n'organisez pas de grandes manifestations? Ça, c'est vous qui dites qu'ils ne me connaissent pas. Je pense que j'ai toujours dit que je suis connu parce que, comme je l'ai souvent dit, parmi les candidats, je suis le seul à avoir servi dans plusieurs localités de ce pays. J'ai servi à Pau,
J'ai servi à Ouagadougou, bien sûr, j'ai servi à Bobo Dioulasso, j'ai servi à Gawa, j'ai servi à Dori, j'ai servi à Gorom Gorom, j'ai servi à Nouna tout au long de ma carrière. Donc, j'ai tissé un réseau relationnel qui existe sur le terrain et qui s'est déplacé, bien sûr, à différents endroits, mais c'est une base solide qui existe au Burkina Faso ici, que je n'ai jamais abandonnée. Monsieur Natama, 14 candidats sont en lice pour cette élection. En quoi votre candidature fait la différence? Ma candidature fait la différence en ce sens que je me positionne comme le nouveau venu sur la scène politique qui n'a pas de responsabilité dans la gestion passée de ce pays et qui se présente avec des idées, parce que parmi les candidats aussi, je dois dire que je suis seul à avoir écrit des ouvrages dans lesquels j'expose mes idées, ma vision, notamment pour la jeunesse, mais aussi pour la construction de notre pays. Donc justement, vous vous dites, hormis le fait que vous ayez écrit des ouvrages, hormis le fait que, effectivement, vous n'ayez pas été aux affaires, qu'est-ce qui vous singularise? Ce qui me singularise, c'est que je suis un Burkinabé qui a donné la preuve évidente de son attachement à ce pays, ne serait-ce que par les incessants va-et-vient que j'ai effectués entre les organisations internationales et mon pays. Chaque fois que c'était nécessaire que je vienne, j'ai accepté d'abandonner un statut généralement plus intéressant qu'un statut au Burkina Faso. Je dois dire également que de devenir président de la République, in fine? Bon, devenir président de la République, c'est au fur et à mesure que l'on évolue que les tâches prennent de l'ampleur, j'imagine. L'ambition. Voilà, mais ce n'est pas une ambition particulière que j'ai nourrie. C'est, comme je l'ai dit, je me mets au service de mon pays. À travers le soulèvement populaire, M. Natama, les Burkinabés ont donné un message, ils ont donné un signal, comme quoi plus rien ne sera comme avant. L'attente, elle est grande, les exigences sont pointues, alors il va falloir s'y prêter. Alors, quels sont les actes, quels sont les créneaux sur lesquels vous voulez porter pour dire aux Burkinabés que vous avez compris le message? D'abord, il faut partir du principe qu'effectivement, les Burkinabés souhaitent une rupture dans ce pays pour que ce qui s'est passé de par le passé ne se reproduise plus. Ça veut dire que si le Burkina Faso veut s'inscrire dans une période de stabilité, à la faveur de ces élections, il faudrait que le pouvoir qui en sortirait soit suffisamment légitime. Et cette légitimité, elle ne peut l'acquérir que si elle a de la crédibilité, ce que nous croyons avoir à notre niveau. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'il faut répondre aux attentes urgentes des Burkinabés. Les Burkinabés ont des besoins pressants en matière d'accès aux services sociaux de base, parce que lorsque nous avions évalué le Burkina Faso, nous avions indiqué clairement que le Burkina Faso faisait face à un déficit criard au plan social. Donc il faut répondre à ces besoins urgents qui sont ceux de la population pour créer les conditions d'un véritable dialogue qui va permettre au pays de se remettre en selle. Alors justement, nous venons de recevoir, Babylas, des questions de téléspectateurs. Julien Bulgo qui vous demande « Décrivez-nous votre politique énergétique pour le Burkina Faso ». Et je rajoute à sa question d'ailleurs que vous avez promis un kit solaire gratuit pour chaque ménage dans les zones rurales et périurbaines. Si on prend juste les zones rurales, on va dire qu'il y a un peu plus de 8000 villages. Donc si on prend 20 foyers par exemple par village, on arrive facilement à 160 000 kits. On sait que les kits solaires ne sont pas forcément donnés. Comment comptez-vous faire cela? Les kits solaires ne sont plus chers aussi. De toute façon, pour un pays ensoleillé comme le Burkina Faso, dans un premier temps, nous pensons que ces kits solaires sont indispensables parce que pour avoir fait les zones rurales, je sais qu'il y a des inégalités entre les enfants qui naissent dans ces zones rurales et dans les zones périurbaines par rapport aux enfants qui naissent dans les zones urbaines où il y a de l'électricité. Si nous prenons par exemple la révision des leçons à la maison, ces enfants n'ont pas de possibilité pour réviser leurs leçons quand ils rentrent à la maison. Pour nous, c'est pour corriger cette inégalité que nous estimons que chaque ménage doit obtenir une lampe solaire pour lui permettre non seulement d'éclairer son environnement, mais surtout de permettre aux enfants
allant à l'école de réviser leurs leçons pour être à peu près au même niveau que ceux des enfants issus des familles aisées. Ensuite, pour répondre à votre question, nous avons fait le choix d'une politique énergétique en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et propres. Ça veut dire que le Burkina Faso, qui est un pays qui dispose d'un taux d'ensoleillement assez intéressant, nous avons 3000 heures de soleil par an, ce qui nous permet de produire suffisamment d'électricité. Il faut mettre l'accent sur ça, même si au départ, le coût des investissements est élevé. À long terme, on finit par amoindrir ces coûts-là. Mais vous n'allez pas nous dire que votre politique énergétique se résume à cela, qu'en distribuant des kits solaires aux populations. J'ai dit que nous avons dit que nous allons installer des centrales solaires dans les différentes communes de notre pays pour leur permettre d'avoir de l'électricité. Oui, nous avons dit que nous allons doter... fait jusque-là, ça veut dire que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas pour autant que nous devons reculer devant la tâche. C'est un défi immense qu'il faut relever, mais nous savons aussi que l'électricité ou l'énergie est un des facteurs d'amélioration des conditions de vie des populations. Même pour réduire la corvée des femmes, l'utilisation de l'énergie joue un rôle. Donc pour nous, il est important de s'attaquer à ce problème-là et de veiller à ce que progressivement les Burkinabés sortent de l'obscurité. Et au-delà, il y a l'énergie au niveau industriel. Nous entendons mettre en place un fonds d'appui et de financement des entreprises qui veulent utiliser de l'énergie propre. Parce que nous devons nous inscrire dans cette dynamique, étant entendu que, de toute façon, c'est une énergie qui est à disposition à volonté et qui est renouvelable. Seconde question de téléspectateurs, quelle sera votre politique en matière de défense en tant qu'ancien militaire? Quelle est votre politique pour la restructuration de l'armée? Il faut restructurer l'armée en renforçant les capacités de cette armée. Quand on parle de capacité, nous parlons de capacité au niveau des ressources humaines, mais aussi au niveau des équipements pour permettre à cette armée d'être opérationnelle. Quelle est votre priorité? Équipement ou ressources humaines? Les deux. Parce que l'évolution des questions sécuritaires et de défense est telle que des défis nouveaux se présentent à nos forces de défense et de sécurité. Il faut alors anticiper en mettant à jour le niveau de connaissance et de savoir du personnel des forces de défense et de sécurité, mais aussi en les dotant d'équipements performants qui permettent de relever les défis. Ce qu'il faut voir ici, c'est que le caractère transfrontalier de certaines menaces sécuritaires nous oblige à nous inscrire aussi dans une dynamique de coopération et de partenariat avec les pays de la sous-région, mais aussi avec d'autres pays dans d'autres régions. Monsieur Netamal, le Burkina Faso est un pays d'agriculture par excellence, mais force est de constater que nombre de Burkinabés continuent d'utiliser les outils rudimentaires, on continue de faire l'agriculture avec la daba, avec la roue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Distribuer, comme vous avez voulu distribuer des lampes solaires, distribuer des machines aux paysans ou bien... Il faut dire que la question de la production agricole est très sérieuse parce que au-delà de sous-équipements ou de l'utilisation d'équipements archaïques, il y a d'abord le manque de formation des acteurs dans le milieu. Les acteurs dans le domaine de l'agriculture ne reçoivent aucune formation. Ils continuent à pratiquer l'agriculture comme une activité empirique. Et il faut résoudre ce problème-là. Il faut accroître ou améliorer la productivité des producteurs agricoles en leur donnant un minimum de formation. Donc nous entendons combiner la formation des acteurs avec la modernisation qui passe par une phase combinée de motorisation et de mécanisation et ensuite l'utilisation des intrants et des semences améliorées. Il faut évidemment prendre en compte la perspective d'accroître le temps d'activité aussi à travers le développement de l'agriculture irriguée et l'aménagement de certains bas-fonds qui peut permettre de produire en contre-saison. Trop de choses à faire, hein?
trop de choses à faire, mais c'est ce qu'il faut faire pour sortir de l'état de léthargie dans lequel notre pays se trouve. Autre sujet, toujours dans votre projet, vous promettez de consacrer 20% du budget au volet social et à la lutte contre la corruption. Alors, par quels moyens? Est-ce qu'il y a une politique africaine de lutte contre la corruption, par exemple, qui vous inspire à l'heure actuelle? Fermeté? Il faut se dire qu'actuellement, quand on parle de 20%, l'état actuel, c'est que le Burkina, le gouvernement actuel, depuis d'ailleurs celui qui est parti, et on consacre 20% du produit intérieur brut aux dépenses de fonctionnement. Et c'est seulement 10% qui sont consacrés aux dépenses de services au profit des populations. Nous estimons que cette disproportionnalité entre les dépenses de fonctionnement du gouvernement et de provision des services sociaux de base aux populations qui pose problème parce que quand nous regardons le Burkina, les indicateurs du développement humain sont au plus rouge. C'est-à-dire que les Burkinabés sont un peuple à un très faible revenu, un peuple très peu instruit, un peuple avec une espérance de vie faible. Donc vous comptez imposer votre ascétisme au gouvernement. Avec les 10%, si nous continuons avec les 10%, le rythme de croissance de l'indice du développement humain va nous exiger 39 ans pour doubler l'indice de développement humain que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre de traîner. Comme vous savez, notre population est jeune et le poids démographique est là et l'accroissement de la jeunesse est là et ça constitue un facteur qui va déstabiliser le pays si nous ne changeons pas cette situation-là pour permettre aux Burkinabés de vivre mieux et de pouvoir mieux s'assumer. Donc, comment comptez-vous faire? Je compte réduire les dépenses de fonctionnement pour compenser. De quel ordre? De quel ordre? Mais bien sûr, j'ai dit que je vais inverser. Parce que les 10%, les 20% dont vous parlez, nous sommes largement au-dessus de ce qui est pratiqué ailleurs. Quand vous prenez les pays de l'OCDE, les dépenses de fonctionnement se situent entre 10 et 15%. Nous sommes à 20%. Je pense et pourtant, c'est auprès de ces mêmes pays que nous allons mendier. Je me dis qu'il faut arrêter ça. Nous devons pouvoir nous réorganiser pour pouvoir situer nos priorités, réduire les dépenses de prestige qui constituent à du gaspillage, faire en sorte que le peu que nous avons, nous puissions utiliser ça mieux. Et la corruption, comme vous le dites, est un phénomène qui nous fait perdre 25% de notre produit intérieur brut. Il faut combattre cela et pour nous, nous allons combattre de deux manières. Nous allons sensibiliser, bien sûr, les Burkinabés contre les méfaits de la corruption, mais nous allons sévir. Et à cet effet, nous allons réviser le code pénal pour alourdir les peines contre les cas de corruption et nous allons prendre des mesures pour réduire les transactions monétaires, financières directes entre les agents de l'État et les prestataires de services ou ceux qui reçoivent des services de l'État, pour nous assurer que tout est informatisé au niveau de la chaîne de la dépense publique et au niveau de la chaîne des recettes publiques. Nous avons juste à peu près 2 minutes pour clore cette émission, mais au vu de tout ce qui s'est passé dans ce pays, on parle de réconciliation. Quelle est votre recette en la matière? Oui, nous pensons que la réconciliation est indispensable. Mais pour que cette réconciliation devienne une réalité, il faut l'associer à une démarche de vérité. La réconciliation n'est pas possible s'il n'y a pas de vérité, si la vérité ne se dit pas entre les Burkinabés. Les Burkinabés doivent avoir le courage de s'asseoir face à face, de se dire les vérités et de se réconcilier entre eux pour regarder l'avenir avec sérénité. Et la justice, alors, justement, on en parlait en début d'émission. Oui, la justice, il va de soi. Quand il y a des cas de, comment on appelle ça encore, d'injustice qui ont affecté le vivre ensemble des Burkinabés, il faut corriger cela. Vous entendez, on sait qu'il y a eu des états généraux de la justice récemment. Certains ne sont pas forcément satisfaits du résultat de ces états généraux. Est-ce que vous comptez en refaire, par exemple, de nouveaux états généraux de la justice, ou vous considérez qu'à l'heure actuelle, la charte qui en découle suffit justement à modifier le paysage judiciaire de ce pays? Non, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que dans ce pays,
avant même les états généraux dont vous parlez, il y avait déjà eu 12 états généraux de la justice dans ce pays. Ça veut dire que les rencontres, les réunions, les états généraux ont toujours été là. Mais c'est une question de volonté politique. Si nous voulons faire de la justice un corps véritablement indépendant, une institution indépendante de l'exécutif, nous devons le faire en donnant à cette justice la capacité de rendre la justice dans l'équité. Mais comprenez que la justice au Burkina Faso est un facteur indispensable, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, dans tous les pays au monde. C'est au nom de la justice que l'individu renonce à sa liberté pour se consacrer à une vie sociale, en espérant que la société peut le protéger. Et si la société, par le mécanisme de la justice, ne peut pas protéger l'individu, nous estimons que cela n'est pas normal. Alors qu'à l'heure actuelle, ce que nous avons vu, c'est que c'est le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique qui donnent la justice au lieu d'une justice équitable. Il faut mettre fin à ces injustices-là. Avant de permettre au candidat de dire son dernier mot face à la caméra d'Africa 24, il va falloir quand même saluer la motivation et l'intérêt de ces téléspectateurs qui nous envoient plein de messages. On n'arrive pas à donner lecture de tous les messages. Malheureusement, oui, parce que nous arrivons au terme de ce débat. Kassoum Ouedraogo, Benoît aussi, Léonida, qui vous ont posé un certain nombre de questions. Ils peuvent me poser des questions sur Facebook ou sur Twitter. Je suis actif sur les réseaux sociaux et s'ils m'écoutent, ils peuvent me rechercher sur Facebook ou sur Twitter pour me poser leurs questions. Dès à présent, n'hésitez pas. Je me ferai le plaisir de leur répondre. Merci à vous. Merci. Monsieur Natama, je voudrais que vous regardiez cette caméra et en 40 secondes, vous disiez aux téléspectateurs pourquoi c'est pour vous qui devrez voter et non pas pour les 13 autres candidats en lice. J'incarne en toute modestie la candidature du changement parce que je prône la renaissance du Burkina Faso. Cette renaissance doit se caractériser par une rupture d'avec ce qui se faisait avant, de ce qui existait avant, pour nous permettre de repartir sur de nouvelles bases avec des fondamentaux nouveaux et de nous réconcilier avec nous-mêmes pour construire le Burkina Faso de nos rêves. Nous pensons que le défi ici, c'est de promouvoir une gouvernance à la hauteur des attentes des populations, une gouvernance vertueuse, et je suis capable d'offrir cela parce que je connais le pays, je connais les problèmes de ce pays, je connais ce peuple, je suis capable avec ce peuple de créer une dynamique qui nous permettra de relever un ensemble de défis et de nous permettre de nous inscrire durablement dans le concert des nations gagnantes. Monsieur Jean-Baptiste Natama, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Marie-Angèle, de quoi nous parler demain pour le débat? Oui, nouveau débat, nouveaux thèmes, nouveaux invités. Il sera question des réformes institutionnelles au Burkina Faso et du rôle crucial d'ailleurs de l'armée dans ce pays. Chers téléspectateurs, vous avez compris, la campagne électorale, tout le processus électoral ici au Burkina Faso, c'est bien entendu sur Africa 24. Nous allons prendre congé de vous, mais d'autres personnes vont s'installer tout à l'heure, n'est-ce pas Marie-Angèle? Effectivement, nous aurons dans quelques instants, vous aurez la possibilité d'assister au débriefing des experts qui discuteront, qui analyseront tout ce qui s'est dit sur ce plateau, que ce soit les propos des invités précédents ou du candidat Jean-Baptiste Natama. Marie-Angèle, merci beaucoup. Merci à vous, Babilas. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous, on va prendre congé de vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et restez surtout en compagnie de nos programmes. À très bientôt.